Salut les amis, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et puis là je me suis quand même décidé à vous refaire un petit coucou parce que j'ai eu pas mal de questions qui m'ont été posées en mail privé sur un certain nombre de mes vidéos et en particulier celles qui concernent l'éveil spirituel ou le témoignage d'un début d'éveil spirituel. Alors je voulais simplement vous faire un retour sur vos questions parce que j'ai eu plusieurs fois la même question à me poser. Et du coup ça m'évite de répondre à tout le monde en plusieurs fois. Donc voilà, je vais prendre juste ce que j'avais donc reçu, que j'ai cumulé, cartographié on va dire. Donc concernant la vidéo donc du témoignage du début d'éveil, à un moment donné je parle de tests. Je dis de faire ses propres tests. En effet, c'est parce que à ce moment-là, il s'agit de voir si les aspects qu'on a entendus depuis petit, je pense notamment concernant la religion, ou en tout cas toutes ces, disons, toutes ces choses qu'on nous apprend assez jeunes, déjà il faut déjà voir si nous ça nous convient ou si ça nous convient pas, si ça nous parle ou si ça nous parle pas. Et quand je dis de faire des tests, eh bien c'est tout simple, il suffit simplement de se dire avant de faire une méditation par exemple ou un voyage astral, ou bien même de vouloir communiquer avec ses guides, il faut simplement dire ok, je vais aborder la question soit de façon religieuse, soit de façon non religieuse, et de faire plusieurs essais en essayant d'invoquer par exemple plutôt un ange ou plutôt son guide spirituel en fonction du fait qu'on est, disons, croyant ou pas croyant. Et le test consiste en fait à constater que on a des réponses qui sont en parfaite adéquation avec ce que l'on pense, ce que l'on croit vraiment. Et c'est comme ça qu'on sait si on a, disons, plus un attrait pour des guides spirituels qui vont être, disons, neutres, ou en tout cas dénués de religion, ou si au contraire on a une propension à être, disons, piqué par ce système archangélique ou angélique. Voilà, c'est la réponse que je pourrais donner. Ensuite, la question, c'est, vous parlez d'archange, du système archangélique, que vous êtes piqué parce que vous n'êtes pas croyant. Pouvez-vous développer, faire des tests et des exemples? Ok. Oui, effectivement, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo-là, je n'ai jamais été croyant, je n'ai jamais cru aux anges, ou aux archanges, ou à Dieu, ou à Jésus, ou à qui que ce soit qu'on définit, j'allais dire, dans les religions principales, ou disons communément admises. J'ai pas été ce croyant-là, et du coup, de facto, j'ai pas sollicité d'archange ou d'ange particulier. Et je mentionne effectivement dans cette vidéo que je suis piqué parce que j'ai fait un test. Alors pour vous donner un exemple, l'exemple très concret de ce qui m'a, disons, piqué, c'est qu'à un moment donné, j'étais parasité par des implants de base astro. Enfin, des implants de base astrale, pardon, donc des implants base astro, et j'arrivais pas à m'en sortir avec des soins énergétiques type Reiki, type autre. Et une amie m'a conseillé d'invoquer ou de demander l'aide de l'archange Michael et de Saint Benoît. Alors j'étais un petit peu embêté de le faire parce que c'est pas du tout dans ma façon de voir les choses, c'est pas du tout, ça me correspond pas, ça me parle pas. Donc du coup j'ai quand même fait le test, et puis j'ai donc invoqué ces personnages, ces entités énergétiques. En fait pour moi ce sont des entités énergétiques, hein, tout simplement, et je leur ai demandé de l'aide. Après avoir fait un certain nombre donc, du coup, de tests, je me suis donc aperçu que je n'arrivais pas à m'en débarrasser seul. Et après leur avoir demandé de l'aide, je me suis aperçu que tout était nickel, quoi, que je pouvais, disons, enfin que j'étais débarrassé de ces implants énergétiquement bas.
Voilà. Donc j'ai été piqué de cette façon-là et je dis que maintenant, effectivement, je veux bien, je veux bien, et pourquoi pas invoquer des archanges particuliers, ou pourquoi pas des saints en particulier, ou en tout cas des entités ayant une connotation religieuse, bien que au départ, c'est pas forcément ce que je fais. La question suivante, c'est pouvez-vous développer les différentes méditations ou le fil conducteur à suivre, leur durée? Alors, le fil conducteur de mes méditations est en général, ou en tout cas pour les 3/4, est la volonté de n'avoir aucune pensée. Parce qu'à partir du moment où on a des pensées, on réactive d'une certaine façon le cerveau, et quand on réactive le cerveau, on perd de facto, j'allais dire, le lien avec l'entité avec laquelle on se connecte. Parce que d'une certaine façon, on réfléchit trop, et du coup, on masque, on empêche ou on filtre les réponses qu'on peut avoir, qu'elles soient auditives, qu'elles soient visuelles ou de tout ordre. Donc c'est ça, l'idée c'est de dire j'essaye de ne pas avoir de pensée, je vide mon cerveau d'une certaine façon pour que je puisse laisser la place à ce qui veut bien se présenter à moi. C'est en gros le 3/4 de ce que je fais. Il y a d'autres, disons, fil conducteur que j'utilise dans mes méditations, effectivement, c'est dès lors que j'ai une question ou une émotion particulière, j'essaye de l'étudier. Et donc du coup là, au lieu d'avoir de l'absence de pensée, j'essaie justement de trouver le pourquoi. J'essaye de me poser la question et de me répondre le plus honnêtement possible sur le pourquoi je suis dans telle émotion, pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis honteux, pourquoi je suis heureux, pourquoi. J'essaye de me poser ces questions, et tant que je n'ai pas répondu à cette question du pourquoi, je continue à creuser en disant pourquoi à chaque fois. Je donne un exemple très simple. Si par exemple je suis honteux, et que je me sens honteux, que je veux me débarrasser de ça, et que je veux, disons, transcender ma honte, on va dire, même si elle est passagère, je me dis, ok, j'ai honte, pour quelle raison j'ai honte? Alors, j'ai honte parce que j'ai dit telle ou telle chose à quelqu'un, par exemple. Et je continue donc la cascade des pourquoi. Et je repose la question, je me repose la question, et je dis, pourquoi as-tu dit telle ou telle chose à cette personne? Eh bien parce que j'étais en colère, par exemple. Et je continue cette cascade en me disant pourquoi étais-tu en colère, etc., etc., etc. Voilà l'idée disons des méditations. Leur durée peut être variable. J'avoue que j'aime bien dépasser la demi-heure, mais ça c'est peut-être parce que c'est la force de l'habitude, mais on peut bien méditer un quart d'heure ou 10 minutes, c'est pas le sujet, hein, c'est pas la course, hein, je cumule les heures, c'est juste identifier pour nous-mêmes quel temps nous convient le mieux. Il ne faut pas s'obliger à faire quelque chose parce qu'on a entendu dire qu'il fallait méditer 1 heure. Il m'arrive de méditer 2 heures, 3 heures, c'est parce que je suis bien pendant 2 heures ou 3 heures. Je ne me dis pas je médite, je ne me dis jamais je vais commencer une méditation en me disant je m'oblige à rester 3/4 d'heure. Si à ce moment-là je suis bien 25 minutes, eh bien ça suffira. Donc il n'y a pas vraiment de temps limite. Je dirais que ce qui est plus important, c'est la régularité. Ce qu'il faut essayer de faire au maximum, c'est d'être méditant tous les jours, si possible. Mais si on peut le faire tous les 2 jours seulement, bon bah c'est pas grave. Il faut être simplement régulier, c'est tout. Voilà pour cette question. Sur le sujet des visions, une image de silhouette de femme passe en vidéo. Est-ce vraiment représentatif des visions? Alors oui et non. C'est représentatif des visions ou des flashs qu'on peut avoir, mais ça dépend
particulièrement du niveau de régularité avec laquelle vous méditez. Je m'explique. Quand on médite beaucoup, quand on active beaucoup sa glande pinéale et tous ses chakras en général, on a, disons, ces chakras qui sont correctement ouverts et pas, disons, impurs. Ils tournent dans les bons sens, chacun d'entre eux, ils sont ouverts, et effectivement, à ce moment-là, on a des perceptions qui sont meilleures, qui sont de meilleure qualité. Et au début, effectivement, quand on commence à méditer, on ne sait pas trop où on navigue, donc tout ça, c'est pas forcément bien ouvert, c'est en tout cas rouillé dans tous les coins, on va dire. Donc, pour ne parler que des visions, donc il s'agit simplement de capter à travers la glande pinéale, enfin simplement, disons, c'est la glande pinéale qui nous permet de capter ces informations visuelles. Si elle est, disons, un petit peu endormie, on va avoir l'impression d'avoir des images qui vont être de très très mauvaise qualité, comme si vous regardiez un écran des années 80, un écran d'ordinateur des années 80, avec des gros pixels, des gros machins, en tout cas assez grossiers, on va dire. Et plus vous allez travailler sur vos chakras, et en particulier la glande pinéale, plus les images que vous allez percevoir vont être fines. Et aujourd'hui, je peux dire que les images que je perçois sont de qualité vidéo, de qualité DVD, quoi, en gros, hein, pour faire super simple. Donc oui, ça dépend. Alors c'est pour ça que je dis oui et non. C'est représentatif. En tout cas, l'image que j'ai montrée de cette femme qui est de côté en noir et blanc, c'est une image qu'on peut percevoir quand on a commencé à méditer un petit peu quand même, mais au départ c'est encore plus médiocre que ça. Hein. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir son voisin en qualité HD à la première méditation, ça c'est sûr que non. Ensuite, alors, vous mentionnez les voyages astraux pour les 10 premiers, vous n'aviez pas compris qu'il s'agissait de voyages astraux. Pouvez-vous en décrire un? Alors, oui, comme je le mentionnais donc, dans cette vidéo-là, au début, j'ai pas compris qu'il s'agissait de voyages astraux parce que je pensais simplement qu'il s'agissait de rêves. Et comme je le disais d'une façon assez drôle, c'est qu'effectivement on dort assez mal, les jambes en tailleur sur un tapis de méditation. C'est pas une position super confortable, donc on dort pas, donc on ne rêve pas. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à comprendre les sensations que j'avais. Et du coup j'en ai déduit qu'il s'agissait de voyages astraux. C'est pour ça que je dis que les 10 premiers, ils n'ont pas été super, disons, percutants, parce que je pensais que c'était du rêve. Et puis effectivement, quand j'ai commencé à comprendre que j'avais la partie de mon corps, la partie énergétique de mon corps qui sortait donc de mon corps physique, quand j'ai identifié cette sensation très claire, hein, on le sent. Il n'y a pas besoin j'allais dire, d'être moine tibétain pour percevoir ça. C'est une sensation qui est tout à fait aussi claire que lorsque vous touchez un objet. Vous savez très bien que vous touchez un objet. Vous avez la claire sensation que vous touchez cet objet. Eh bien, quand le corps énergétique, le corps astral sort du corps physique, on a une sensation de déplacement, bien que le corps physique soit parfaitement immobile et évidemment allongé. Mais on a donc le corps énergétique, le corps astral, lui aussi possède, j'allais dire, des sens, et ces sens sont beaucoup plus, disons, exacerbés que les sens qu'on peut avoir d'un point de vue physique. Donc on a la claire sensation de ce qui se passe. Voilà. Maintenant, pour en décrire un, je dirais, qu'est-ce que je pourrais décrire qui était, disons, assez marrant, parce que sinon ça va être casse-pied. Oui, genre, celui-ci est rigolo. Donc un matin je décide donc de faire un voyage astral, donc je mentionne l'intention de faire un voyage astral, et l'intention que j'ai c'est de rencontrer mes guides.
je voulais voir mes guides, parce que jusque-là, je les avais jamais vus, je les avais que entendus, et je voulais les voir. Bon, ben voilà, c'était une intention comme une autre. Et puis, voilà, je me prépare, je m'allonge, je ne bouge plus d'un poil, et j'attends gentiment que le voyage astral se déclenche. Et évidemment, ça se fait pas en 10 minutes, ça se fait pas en 20 minutes, ça se fait en beaucoup plus. Hein, faut être patient. Et puis il faut faire plusieurs tests, plusieurs essais, quoi. Et puis du coup, je dis, bon, je vais rencontrer mes guides, et si au passage je peux voir la Terre vue de loin, ça serait quand même une chouette image. Donc voilà. Au bout d'un certain temps, donc, je sens la montée énergétique le long de ma colonne vertébrale, je perçois les sons qui sont liés justement à la décorporation en tant que telle, et je dis ok, c'est bon, le voyage astral va se préparer, je sors de mon corps, et je sors évidemment de l'endroit où je suis, c'est-à-dire de la maison, etc., etc. Et je file à toute vitesse, parce que vous verrez que quand on fait un voyage astral, on peut se déplacer de façon lente, j'allais dire comme dans la vie de tous les jours, mais on peut se déplacer à des vitesses complètement vertigineuses. Donc on peut traverser un système solaire en un claquement de doigts. Voilà. Et là, je me dis, bon, ok, ben, je vais aller regarder la Terre. Et puis, quand je verrai la Terre, j'appellerai mes guides pour qu'ils viennent me voir et qu'on puisse discuter un peu, quoi. Enfin, discuter, échanger quelques mots. Parce que discuter, c'est encore pas tout à fait la même histoire. Alors je vois la jolie Terre, elle est magnifique, hein, et puis je peux assurer qu'elle est bien ronde. Pour ceux qui sont platistes, je vais vous décevoir, non, elle n'est pas plate, elle est bien ronde. Et puis donc à ce moment-là, j'appelle mes guides, que je ne vois pas, je les vois pas, mais j'entends une femme qui me parle et qui me dit, bon, maintenant il s'agirait peut-être de se bouger un peu, on ne va pas contempler la Terre comme ça indéfiniment, on a du travail. Bon, ok. Alors, je suis le son, parce que je ne vois pas donc cette dame, et je sens que je suis accompagné. Je sens qu'il y a des gens autour de moi, alors, ou des voyageurs de l'astral, ou mes guides, je ne sais pas. Et à un moment donné, elle me demande de la suivre, ce que je fais, et puis elle me fait voir des choses, elle me fait voir des endroits absolument merveilleux, vraiment féeriques. C'est vrai qu'en général, les gens qui font des voyages astraux, à moins qu'ils soient parasités par le bas astral, voient des belles choses, voient des choses qu'on ne voit pas habituellement. On voit des couleurs qu'on ne voit pas. J'allais dire dans la vraie vie. Les couleurs sont nettement plus vives, les couleurs sont nettement plus intenses, elles sont comme si elles étaient vivantes, mouvantes. Elles sont, donc on voit toutes les choses de façon un peu différente, et de façon plus exacerbée, plus colorée, plus vivante, voilà, tout simplement. Hein, je sais pas trop comment raconter ça. Et puis, à un moment donné, donc, ma guide me fait savoir qu'elle veut que je passe dans un endroit qui est très très exigu. Et puis je me dis, mais moi je vais jamais pouvoir passer dans ce tout petit, ce tout petit trou là, je vais pas y arriver. Et puis je fais mine d'être bloqué avant ce fameux petit passage. Donc ça la fâche un peu, et elle me dit, les bleus, vous allez vous dépêcher, on n'a pas que ça à faire. Donc de façon assez ferme, hein, ils sont pas toujours en train de se taper la rigolade, hein, nos guides. Quand ils ont décidé quelque chose, ils nous font savoir que voilà, hein, c'est pas nous les patrons, quoi, hein, quelque part. Bon, j'ai dit bon, ok, je vais essayer de passer par ce petit trou, mais j'ai bien l'impression que je n'y arriverai pas. Et donc elle répète, et elle dit, allez, dépêchez-vous les bleus. Je comprends pas pourquoi elle me dit bleu, je ne vois pas bleu, j'avais l'impression qu'on était un peu alarmés, vous savez, les bleus c'est les débutants, quoi, c'est, voilà. Donc, et puis là, elle m'entend penser. J'ai la pensée de dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous appelle les bleus? Enfin, pourquoi est-ce qu'elle m'appelle les bleus? Donc c'est là que je comprends que je ne suis pas seul, puisqu'il y a les bleus.
c'est là que je comprends que je suis pas seul, mais donc elle précise pourquoi les bleus. Et puis elle dit, oui, je suis désolé, j'aime pas utiliser cette expression, dépêchez-vous les bleus indigo. Voilà, je comprenais toujours pas plus ce que ça voulait dire, mais bon, j'ai finalement réussi à passer à travers ce petit passage-là, et puis je suis arrivé à un endroit qui était complètement paradisiaque, qui était complètement en gros le jardin d'Éden, la terre promise, ou on peut appeler ça comme on veut, j'en sais rien. Enfin, c'était un endroit qui était avec une végétation luxuriante, avec des endroits qui étaient inconnus pour moi, en tout cas pas descriptibles en termes de végétation. J'ai vu qu'il y avait des arbres que je ne connais pas, il y avait des animaux que je ne connais pas, des types d'oiseaux que je ne connais pas, avec des couleurs invraisemblables. C'était superbe. Et puis, bon, j'ai écourté ce voyage astral parce que j'ai entendu mon chien aboyer, et quand on est dérangé comme ça, d'un seul coup, on retourne au bercail sans même le décider. On est tellement... on a tellement les sens qui sont en éveil que le moindre choc, entre guillemets, en fait, est tellement exacerbé que du coup, ça nous surprend, et hop, on retourne tranquillement dans notre corps, même si on n'a pas décidé. C'est comme ça. Bon, voilà. Voilà un exemple de voyage astral. Question suivante. Les flashs peuvent-ils être une idée ou juste des images? Alors, les flashs ne sont pas des idées, les flashs sont des images ou des vidéos, ou en tout cas des événements en mouvement. Alors, je fais effectivement, la question est bonne parce que dans la question, il est suggéré qu'une idée est différente d'une image. Ce qui est vrai. Une idée, c'est différent d'une image. Quand on a une idée, on a globalement les grandes lignes de ce qu'on veut faire ou de ce à quoi on a pensé, mais on n'a pas l'exactitude ou la totalité d'une image, par exemple, ou d'une vidéo, ou d'une image, d'une photo. Quand on a l'idée de quelqu'un, quand on imagine quelqu'un, alors on va dire imagine et idée, ça va être à peu près la même chose, bien que en français c'est pas la même chose, mais conceptuellement parlant, on va dire que c'est la même chose. Une idée, c'est quelque chose d'assez global. C'est quelque chose d'assez peu fin. J'ai l'idée d'aller chercher du pain. J'ai bien une idée, une représentation de ce que va être une baguette de pain, mais c'est pas comme si je voyais la photo d'une baguette de pain. Si j'imagine mon frère, ma soeur, ma mère ou peu importe qui, je vais avoir une bonne vision de la représentation de ce qu'est ma mère ou mon frère, peu importe, mais ça ne sera jamais d'une qualité graphique d'une photo. Quand on a l'idée de sa maman, si je vous pose la question, imaginez-vous votre maman. Ok, vous allez vous dire, ok, je vois bien à peu près son visage ou ce qu'elle est en train de faire, je la vois dans le salon ou peu importe quoi. Mais vous n'aurez pas une description précise et absolue de l'endroit où elle est, dans le salon par exemple, ou du visage qu'elle a, de l'attitude qu'elle a, ce genre de choses. Alors que si vous avez un flash, eh bien dites-vous que le flash c'est l'exacte reproduction d'une photo. Vous savez, sur les photos, il y a des fois, on a des têtes pas possibles. Eh bien, quand on a un flash, on a l'exacte réplique des traits du moment de la photo. Eh bien, c'est ça un flash. C'est exactement comme une photo. C'est pas moins précis qu'une photo. Voilà ce que je peux en dire. Donc
Donc non, les flashs ne sont pas qu'une idée. Les flashs sont vraiment des images ou des choses en mouvement, des gens en mouvement, comme si vous regardiez un film, ou comme si vous regardiez des photos, tout simplement, voilà. Je peux pas être plus clair que ça. Alors ensuite, vous parlez que nous sommes toujours accompagnés. Comment le ressentir? Comment en être sûr? J'imagine qu'il s'agit des guides, j'imagine qu'il s'agit des guides spirituels, ou éventuellement disons d'accompagnants, ou des gens de notre famille, ou des gens qui sont proches de nos cœurs, par exemple. Ça pourrait être la même chose. Alors, on ne voit pas tout le temps ces guides. Au début, moi, je ne les voyais pas. D'ailleurs, ça me frustrait beaucoup. Je me disais, mais en fait, ils sont jamais là, quoi, en fait. Alors que, si, ils sont là. Mais ils peuvent, pour une raison que j'ignore, ils peuvent décider de ne pas se montrer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Je ferai justement, alors, le distinguo entre le voyage astral et la journée, le quotidien. En voyage astral, si on ne les voit pas, par exemple, on peut les voir, hein, je ne dis pas qu'on ne les voit pas, je dis mais personnellement au début je ne les voyais pas, mais pour être sûr qu'ils sont là, ben, on sent qu'on est emmené, comme si on nous prenait par la main. Donc on sent qu'il y a notre guide, on sent qu'il y a notre ange gardien, si vous voulez, qui nous aide, qui nous pousse, qui nous tire, qui nous tient la main, ce genre de choses, ou qui nous parle. Donc on ne les voit pas toujours, mais on peut les voir. Maintenant, dans le quotidien, on ne les voit pas parce qu'on a les yeux ouverts, on a le cerveau qui fonctionne à plein tube, donc là, à ce moment-là, on a déjà filtré la totalité de ce qu'ils peuvent bien nous envoyer, soit en termes de son, soit en termes de parole, soit en termes de vision, puisqu'on est affairé à faire quelque chose, on est complètement bloquant par rapport au monde subtil. Donc on ne voit pas, évidemment pas, parce que si on voyait nos guides comme ça, j'avoue que je serais assez content, mais non, on ne les voit pas. Par contre, on peut les percevoir. On peut les percevoir à travers un coucou de leur part, ou un signe qu'ils nous font. Si par exemple on demande à nos guides de nous passer un petit bonjour, de nous faire un petit clin d'œil en fait, ou un petit signe, on va avoir une réponse. Et à ce moment-là, quand je dis une réponse, c'est... Je vais développer ça parce que ça c'est assez important. Justement, quand les gens parlent de signes qui leur sont envoyés par leur guide, alors évidemment on ne voit pas les guides, mais on voit les signes. On ne les voit pas toujours malheureusement, et on ne les voit souvent pas malheureusement, mais parfois on les voit. Si on est très conscient du moment présent, alors je sais qu'on entend de façon sempiternelle sur internet le moment présent, mais c'est juste de le dire parce que le moment présent, être dans le moment présent, ça veut dire être pleinement conscient de l'action qu'on est en train de faire. Et pas de se dire, je suis en train de faire un truc, mais bon, je le fais de façon un petit peu lointaine. Vous savez, comme quand on roule en voiture, on se dit, voilà, il faut que j'aille chercher du pain. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a avec son pain, celui-là? Bon, mais quand on va faire quelque chose, j'allais dire d'habituel, on n'est pas tellement présent à la conduite. Bien sûr qu'on est présent parce qu'on n'a pas d'accident, mais on n'est pas conscient de tout ce qui se passe. On n'est pas conscient qu'on passe une vitesse, qu'on tourne le volant un petit peu, qu'on met le clignotant. On n'est pas conscient de tout ça. Et être dans le moment présent, c'est être conscient de chacune des pensées, chacune des actions, chacun des mouvements de notre corps. C'est être conscient de tout ce que l'on perçoit avec nos sens. À une seconde précise, à un instant T. Voilà. Et quand on est dans cette configuration-là, on a la possibilité de percevoir des signes de ce qui se passe. Je donne un exemple. Un jour, je pars en voyage avec mes enfants et je leur parle justement de nos guides spirituels, etc., etc. Ils voulaient savoir comment est-ce que ça fonctionnait, etc. Comment est-ce qu'on peut leur dire bonjour, ou comment est-ce qu'eux nous disent bonjour.
Alors j'ai expliqué, j'aurais dit, bah, c'est tout simple, il suffit simplement de leur dire bonjour et puis de demander un coucou. Et on s'est retrouvé sur une aire d'autoroute parce qu'il était assez tôt le matin, j'avais envie de boire un café. Et j'aimais la pensée de vouloir avoir un signe de mes guides. Alors je leur demande. Et je dis à mes enfants, j'ai posé la question, je voudrais avoir un coucou de leur part. Je pars de la voiture, je vais boire mon café et quelques dizaines de minutes après ça, on retourne à la voiture et ma fille me dit « Oh, regarde papa, il y a une feuille qui est coincée entre la clenche de ta portière et le trou derrière la clenche de ta portière, de façon très droite, de façon très visuelle. » C'était une feuille d'érable. Et je me dis, et là elle était tellement, disons, elle n'a pas fait le lien entre la question que j'avais posée 20 minutes avant, parce que vous connaissez les enfants, elle s'est pas dit tiens c'est le guide de papa, etc. C'est pas dit ça du tout, mais elle était juste surprise de constater cette feuille. Et là moi j'ai souri, je me suis dit ah là oui là c'est fort, je vais quand même c'est fort d'avoir ce genre de truc, parce que la probabilité qu'une feuille tombe exactement entre la clenche et le trou de la clenche d'une voiture, c'est pas simple. Et puis surtout positionnée de cette façon, qui était parfaitement droite, nickel. Et surtout, ce qui était encore plus impressionnant, c'est qu'autour de nous, il n'y avait aucun arbre. Donc, elle aurait pu effectivement tomber, et on aurait pu penser au hasard, et tomber d'un arbre sous lequel je me serais garé, mais pas du tout, puisqu'il n'y avait aucun arbre. Donc, cette feuille est arrivée là, à travers le vent, à travers ce qu'on veut, on peut l'expliquer de façon cartésienne, mais en attendant, elle est arrivée là. Et j'ai expliqué à mes enfants que un coucou, c'est ce genre de signe. Un signe, c'est ce genre d'événement surprenant qui arrive et qui nous parle. Alors vous allez me dire, une feuille ne parle pas. Oui, sauf que 30 minutes avant, j'avais demandé si je pouvais avoir un signe. Et effectivement, là, je considère que la chose est suffisamment surprenante pour être un signe. Donc voilà, c'est comme ça que je l'aurais expliqué. Alors, question suivante. Et enfin, vous dites d'autres choses vont arriver dans une précédente vidéo. Pouvez-vous expliquer? Bon, là, comme la vidéo est assez ancienne, je vais essayer de me rappeler. Mais il me semble que la vidéo dont on parle là est d'avril 2020. Donc c'est pas récent, ça fait quasiment un an. Oui, je dis qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Bon, puis si en plus c'est une vidéo précédente à celle d'avril, bon, donc du coup ça fait même un an ou même plus qu'un an. En tout cas un an. Oui, je dis qu'il y a des choses qui vont arriver à ce moment-là. Ben, en fait, c'est l'évidence. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, dans certaines de mes vidéos, je dis qu'il y a des choses qui vont arriver. Je m'interdis volontiers de ne pas dire tout de façon très, disons, abrupte. Parce que j'ai peur de choquer, enfin peur, disons, j'ai pas envie de choquer certaines personnes. Si j'avais dit dans une vidéo précédente, celle de janvier par exemple, il va y avoir un coronavirus, il va y avoir des confinements, il va y avoir des fermetures de magasins, on va être proche de la révolution, en gros. C'est pas la peine de faire peur aux gens non plus. J'ai juste un petit peu envie de rester bienveillant, on va dire. Donc oui, je dis qu'il va se passer des choses dans un temps plus ou moins court, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on reçoit de l'information, peu importe le biais, qu'il s'agisse d'informations à travers les voyages astraux ou à travers des méditations, ou peu importe le comment, on a une grosse difficulté à définir exactement le temps, c'est-à-dire le temps, enfin, ou les échéances. D'autant plus que les événements sont susceptibles de changer à chaque instant. C'est pour ça que je ne dis pas dans 2 mois on va avoir la révélation de tous nos guides.
où on va avoir une émeute en centre-ville. Je peux pas dire des choses comme ça, parce que déjà, d'un point de vue temporel, c'est extrêmement compliqué. On peut avoir des tranches, on peut avoir des impressions, ou disons des intuitions, et se dire oui, ça chiffre en semaines ou ça chiffre en mois, mais avoir une date précise, en tout cas moi je n'y arrive pas, et c'est pas que j'ai pas envie de m'y risquer, c'est que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Imaginez que je vous dise tiens, dans 15 jours très précisément, on va tous faire face à des émeutes au centre-ville de toutes les villes, et que 15 jours plus tard, il n'y a rien qui arrive. Déjà, je vais passer pour une andouille, ce qui d'ailleurs à ce moment-là est justifié, mais de toute façon on n'a pas ce type d'information. On sait que c'est proche, très proche, ou que c'est plus ou moins étalé sur le temps. Et il y a surtout aussi une chose dans laquelle il faut faire attention, c'est que à chaque instant, les événements qui sont, disons, dans le, je ne veux pas dire dans le plan, mais qui sont dans les possibles, peuvent changer en fonction de comment le collectif ou l'individuel ou l'individu fait ses choix. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Si j'ai par exemple l'information que je vais être dans les ennuis financiers, et que j'ai, disons, une échéance à court terme, une impression d'échéance à court terme, cette information reste vraie tant que je ne change pas les choix que j'ai posés avant. Je m'explique. Si par exemple je dis je vais investir ou je vais dépenser mon argent en achetant une voiture ou en achetant je ne sais pas quoi, je peux très bien me retrouver dans des soucis financiers, donc liés à l'information qu'on m'aura donnée, si je continue à vouloir acheter cette voiture. Mais si à un moment donné, je décide de ne plus acheter cette voiture, ou de ne plus acheter peu importe quoi, hein, c'est juste pour l'exemple, si je décide de ne plus le faire, la conséquence ne sera plus que je serai dans les soucis financiers. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de dire avec précision les événements qui peuvent arriver. Ce sont des potentiels, ce sont des événements potentiels qui peuvent arriver, mais qui peuvent changer en fonction des choix qu'on fait, soit de façon individuelle, si j'achète une voiture, ou de façon collective. Si par exemple demain, je vous donne l'information que tout va bien se passer, que on va se sortir de ce bourbier covidesque dans 6 mois, et que tout va se régler, et que tout va rentrer dans la normale, ce que je ne crois d'ailleurs pas, hein, ça c'est sûr que non, et que tout va très bien se passer, qu'il n'y aura pas de heurts et qu'il n'y aura pas de problème. Ce qui peut changer dans le collectif, c'est par exemple que les gens se révoltent. Si les gens se révoltent, et qui descendent dans la rue, eh ben ça va pas bien se passer. Donc du coup, il pourrait à ce moment-là avoir donc des débordements, des émeutes, de la casse, des pillages, ou que sais-je encore, enfin tout ce qu'on peut imaginer pendant ce genre d'événements assez durs. Donc à ce moment-là, le fait d'avoir eu l'information que tout va bien se passer à échéance de 6 mois devient faux, parce que les gens collectivement auront décidé de faire le bazar. Et donc à ce moment-là, l'échéance prévue avant, qui était le calme, devient fausse parce que les gens ont changé leur décision, ont changé de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est très très important, hein. C'est un sujet qu'il faudrait qu'on aborde dans une vidéo, parce que c'est un point qui est très très important. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, d'autres choses. Voilà. Ok, bon, ça y est, j'ai répondu à toutes les questions que j'avais eues. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que
Donc ça vous a aidé tout simplement. Sinon, pour parler de l'actualité, je dirais que en ce moment, les énergies qui sont posées autour de nous à titre individuel et à titre collectif et au titre planétaire sont un petit peu difficiles. Quoique j'ai une tendance à penser que ça s'éclaircit un petit peu, on est un petit peu, le soleil va revenir. Pas tout de suite, mais c'est en train de s'apaiser. Voilà, en tout cas, c'est l'impression que j'ai en ce moment. Mais bon, voilà, il faut être encore un peu patient. Ça va bien se passer plus tard, mais on va encore traverser 2-3 ennuis. Mais ça s'éclaircit. Voilà, j'en dirai pas plus. Allez, salut les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a un peu aiguillé. Ciao, 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 ciao.